je sais que, c'est arrivé à plus d'une reprise dans l'histoire, je sais que plusieurs rois ou lords, ou on peut les appeler comme on veut, en fait, une fois qu'ils contrôlaient la monnaie, mais c'était déjà dans leur tête certainement, ou ce que leurs conseillers leur ont suggéré au départ, avant de créer par la force cette monnaie officielle, c'est qu'ils avaient le pouvoir de la diluer. Comme ils avaient le pouvoir de la créer, ils avaient le pouvoir de la diluer. Donc, s'ils avaient créé cette monnaie avec de l'or ou de l'argent, le métal argent, en fait, rien ne les empêchait, avec le temps, de refondre ces pièces. Hein, on dit les fondre, c'est ça? Refondre On peut. voilà, fondre ces pièces, mettre un métal qui vaut rien du tout à l'intérieur. C'est grossir la masse monétaire. Hein, c'est ce qu'elles font les banques centrales en imprimant comme des dingues. Hein, et donc de recréer des pièces à partir de là. Donc ils vont créer plus de pièces. Hein, ils vont créer plus de pièces avec du métal précieux dilué dans chaque pièce. Hein, parce qu'ils ont dilué le métal précieux avec un métal non précieux. Et en fait, en apparence, mais les gens finiront par s'en rendre compte, hein, en apparence, en fait, les pièces, c'est les mêmes, mais en réalité, le roi, il a beaucoup plus de pièces, donc il peut faire beaucoup plus de choses, y compris se lancer dans des guerres, des choses comme ça, hein, s'accaparer plus de biens, aller acheter, entre guillemets, plus de biens avec des pièces qui sont teintées, en fait, qui sont fausses en partie. Donc, oui, alors ça ce sont des pratiques qui sont extrêmement bien documentées. Hein. Ça s'appelle le seigneuriage et c'est, par exemple, certains historiens vont dire que les pièces de monnaie, d'ailleurs, apparaissent euh, à cause de ça. Enfin, parce que c'est ça, les gens qui détiennent le pouvoir se rendent compte vraiment de l'argent qu'ils peuvent récupérer sans que les autres s'en rendent compte, juste voilà. grâce au fait qu'ils se mettent à frapper des pièces et qu'ils ils en décident le contenu, le cours, la valeur faciale, etc. Et que c'est un pouvoir énorme de récupération de l'argent. Alors, au départ, on peut voir ça, si les États sont au service de la collectivité, du bien-être collectif, finalement, c'est une taxe comme une autre. De réduire la valeur intrinsèque des pièces pour gagner plus sur la différence entre la valeur faciale et le coût de fabrication. Si c'est pour le bien-être de la collectivité, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et surtout, je trouve que c'est malin. Si c'est en toute transparence. Alors, il faudrait déjà que ce soit en toute transparence. Voilà. Et en fait, il y a eu des tas de désordres monétaires qui sont vraiment beaucoup étudiés par les historiens, justement, au Moyen-Âge, où, au Moyen-Âge, ils ont passé leur temps à faire ça, à diluer. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, les citoyens avaient quand même perdu la confiance, et que c'est pour ça, d'ailleurs, que sont apparus les banquiers. C'est ça qui est intéressant. Les banquiers sont apparus parce qu'au départ, c'était, donc c'est en Italie, et sauf erreur de ma part, c'est 14e siècle, c'est que… à Florence, c'est ça? Ouais, alors ça va… Ah, d'accord. Oui, on peut dire. Parce que je sais qu'à Florence, il y avait beaucoup de banquiers à cette époque-là, mais oui, c'était peut-être ailleurs. Oui, et puis c'est là qu'apparaît aussi, apparaissent après les premières vraies banques, après les banques centrales, etc. Donc cette place-là ont joué des rôles centraux dans l'évolution du système monétaire international, d'ailleurs. Et en fait, au départ, les banquiers, c'était juste des commerçants comme les autres et qui étaient sur les marchés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pesaient les pièces pour vérifier si effectivement ce qui était écrit sur la pièce, c'est bien le contenu en poids et en argent, en alliage qui était censé avoir. Et c'est comme ça qu'ils sont apparus. C'est parce que l'État, ils ont trop joué avec ça. Oui. Ils ont trop joué avec cette possibilité, et à un moment donné, il y a eu une perte de confiance qui a fait émerger ces nouvelles institutions qui ont été donc complètement commerciales dès le début, privées, etc., pour valider ce que te raconte l'État sur tes pièces, quoi. Oui, mais l'État, les rois à l'époque, voilà, royaumes, etc. Ou le seigneur. À l'époque, c'était les seigneurs aussi. Les seigneurs, oui. Les seigneurs. Et après, et d'ailleurs, banque, ça vient de banca, et banca, c'était juste les petits étals sur les marchés, c'est le nom des petits étals, donc pour dire que c'était, ils étaient sur les marchés. Le métier de banquier a bien changé depuis cette époque-là, mais je pense que l'erreur des gens de façon générale, c'est qu'ils ont donné beaucoup de pouvoir à un pouvoir central au départ, donc c'était le seigneur, et après, ils ont enlevé ce pouvoir pour le donner à un autre pouvoir central. Donc,
Après, il y a des tas. Alors là, c'est pareil. Du coup, vu que notre conversation, ça touche vraiment le contenu d'un petit bouquin, voilà, qui va sortir, que j'ai écrit et qui va sortir au mois d'octobre, Super. dont on pourra peut-être reparler en temps voulu, parce que là, octobre, c'est très très loin, mais qui traite justement de la diversité monétaire et qui se veut vulgarisateur, donc accessible, qui est tout petit. Et voilà, ça sera aux éditions donc Presse universitaire de France, chez PUF. Super. La collection, ça s'appelle L'Opportune. Et voilà, et donc ça sera sur le thème de la diversité monétaire. Et quand j'ai fouillé cette partie-là du Moyen-Âge, il y a des tas de va-et-vient entre un coup. L'État, le royaume reprend la main justement sur cette frappe de pièces, c'est lui qui a la confiance, etc. Ça se perd, ça revient aux marchands, ça revient. Enfin, il y a un désordre monétaire là c'est assez fascinant. Mais finalement, c'est vrai que ça vacille jusqu'à des moments où vraiment de nouveau les monnaies et la confiance sont associées à l'État, avec des banques centrales qui dépendent des États, donc qui ne sont pas indépendantes des États, jusqu'à, en gros, beaucoup ont fait ce chemin-là jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, quand même, où il y avait ce lien très particulier entre les États et la frappe, et en tout cas l'émission monétaire, qui donc se perd après. On la repère, si on veut, dans les années, comme j'en ai parlé, dans les années 70, on va avoir un tas de mesures politiques qui vont vers la dérégulation, vers l'indépendance des banques centrales. Parce que là aussi, il y a eu la création de la banque unique, qui est assez symptomatique dans l'histoire. Donc, c'est les années 80 aussi, pour caricaturer. Alors, en fonction des pays, hein, ce n'est pas tout à fait les mêmes La années. banque unique, la banque Ouais. centrale, c'est-à-dire, c'est Alors, ça? non, C'est non. encore Et ça, différent? c'est encore La banque différent. unique, ça me parle pas du tout. Alors ça, c'est une partie de l'évolution de nos institutions qui est très peu discutée, qui pour l'instant n'est pas dans le débat public. Mais ce qui se passe, c'est qu'avant, et de manière assez claire, on avait des banques qui s'appelaient des banques d'investissement, où on allait mettre notre épargne, faire fructifier des choses, et c'était très clair que Ah leur oui, je but, vois, c'était oui. ça. D'accord. D'accord? D'accord, Et d'accord. d'autres qui faisaient de l'intermédiation, qui étaient chargés des crédits, de la gestion des comptes courants, etc. Et du coup, dans les années 80, en l'occurrence en France, c'est sous Mitterrand qu'on l'a eu. Pour les autres pays, je n'ai pas gratté. Mais on a tout à coup la fusion Oui, oui, via la banque unique je comprends, des oui. opérations de marché des banques et de leurs activités d'organisme, enfin de gestion des comptes des Oui, clients, etc. Ça s'est passé, mais complètement inaperçu. comme une lettre à Les la gens, poste. comme une lettre à la poste, les gens n'ont pas vu du tout ce que ça allait impliquer. Alors, Oh là là. aux États-Unis, il y avait la séparation de ces deux activités depuis les années 30, et qui a été remise en question, justement, si je me souviens bien, c'est dans les années 90, et qui a provoqué, qui permet des Ah, crises financières énormes. bah Pourquoi? oui. Concrètement, c'est que quand vous fusionnez ces activités-là, ça veut dire que les banques à l'heure actuelle, sans que vous le sachiez, les euros ou les unités qui sont sur votre compte, ils sont placés sur les marchés financiers. Dans Et la elles vous le disent même spéculation. pas. Dans la Oui, spéculation, voilà. tout simplement. Et non pas dans l'économie réelle. Non, alors du coup, elles font ce qu'elles veulent de l'argent que vous avez. Enfin, vous leur avez fait confiance en fait pour gérer vos unités. Voilà. Elles le font, mais donc elles ont toute liberté maintenant, puisqu'il y a fusion et donc il n'y a plus cloisonnement entre les deux, sans votre consentement. Parce que qui est au courant que les 100 euros qu'il a sur son compte, en fait, ils ne sont pas sur un compte bloqué. Ils sont en ce moment en train de travailler pour la banque, Dans la en bourse. spéculation, surtout en trading de haute Matière fréquence. première, oui. Haute fréquence, voilà, catastrophique. Donc en fait, pour résumer, avant les années 80, en gros, il y avait deux types de banques. Les banques d'investissement, donc c'est les banques qui investissaient l'argent de l'épargne des gens dans l'économie réelle, avec, Ou donc, pas, hein, ou pas ou réel, pas, d'accord. mais au moins les gens savaient que Oui, leur compte, il était utilisé pour faire c'était ça, quoi. utilisé à cette fin-là, voilà. Donc voilà, donc effectivement, une partie de l'argent des gens, celui de l'épargne, allait à ces banques-là qui en faisaient ce qu'elles voulaient, d'accord. Et par contre, donc de l'autre côté, on avait les banques, comment on les appelait avant, les autres banques qui ne sont pas d'investissement.
C'était les Bonne banques question. commerciales Oui, voilà. gouvernement Enfin, peut-être? je crois pas qu'il y avait je crois pas qu'il y ait eu de titre particulier, quoi. C'était D'accord. banque, mais C'est banque, c'est d'accord. pas banque d'affaires, quoi. Pas banque C'est d'affaires. banque, ouais. Ok. C'est le. Là, en fait, c'est les banques où les gens avaient un compte courant, c'est ça? Et pas un compte d'épargne. Hein. Et Oui. maintenant, en fait, enfin, aussi bien l'argent des comptes courants que l'argent des comptes enfin, d'épargne, maintenant, ils sont en gros gérés par les mêmes entités. Hein. C'est ça la banque unique. C'est un modèle en fait. C'est un modèle de la banque unique. Oui, parce que je cherchais. C'est quoi la banque unique? Non, c'est un modèle en fait de banque, un nouveau modèle de banque qui a fusionné ces deux-là. D'accord. Donc en fait, c'est eux qui gèrent le tout. Et oui, donc effectivement, ça veut dire que il y a plus de risques en fait pour les gens qui mettent leur épargne dans ce type de banque parce qu'en fait, ils risquent de tout perdre parce qu'en fait, on mélange deux choses différentes, c'est ça, hein? C'est ça, et surtout, enfin, qui moi, d'un point de vue philosophique, me frappe de cette évolution, c'est que ce sont des unités servant à payer notamment les salaires des gens qui sont joués sur les marchés financiers. Enfin, Waouh. c'est très concret, en Oui. fait. Ah oui, oui. Mais bon, en fait pour les banques, de toute façon, elles ne vont rien perdre, les banques. Elles seront toujours gagnantes parce que, en fait, elles ont tout intérêt. En fait, les banques, corrige-moi Ariane si je me trompe, hein. En fait, les banques ont le choix d'investir dans plusieurs secteurs, dans plusieurs instruments financiers. Et plus vous choisissez un instrument financier dans lequel comment dire, enfin le rendement de l'investissement est élevé, généralement, ça veut aussi dire que cet investissement, il est super risqué. Hein. Donc, peut-être que vous aurez votre argent en retour avec un beau bénéfice par-dessus, ou alors peut-être vous ne verrez pas du tout votre argent. Et puis, les instruments financiers qui ont le rendement le plus faible, généralement, c'est les plus safe, hein, c'est les plus sécurisés. Mais en fait, sachant que les banques, de toute façon, elles seront sauvées par l'État, hein, quoi qu'il arrive. Parce que maintenant, enfin, ils disent depuis 2008, too big to fail, hein, donc trop grosse pour faire faillite. Hein. On ne peut pas les laisser faire faillite parce que sinon, on va tous mourir, on va tous faire faillite. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les banquiers? Sachant cela, évidemment, ils vont tout mettre dans les instruments financiers les plus risqués, donc ceux qui leur rapportent le plus d'argent, qui ont le plus gros rendement, sachant que de toute façon, au final, si jamais le truc s'écroule, le système s'écroule, les États viendront à leur secours avec l'argent de qui? Ben, avec l'argent du peuple, évidemment. D'accord? Donc en fait, ils se font plein de beurre en temps normal, et puis en temps de crise, c'est le peuple qui vient les secourir, le peuple, lui, qui a gros à perdre, évidemment, à chaque fois. Donc est-ce qu'en résumant comme ça, est-ce que c'est à peu près vrai? Alors oui, oui, c'est tout à fait ça, en fait. Elles peuvent jamais perdre. Elles perdent Voilà, donc, jamais, quoi qu'il quoi se qu'il passe. Et arrive. on l'a bien vu. Alors, en 2008, là aussi, il y a des facteurs politiques sous-jacents qui sont assez présents pour savoir pourquoi on a laissé tomber certaines entités et pas d'autres. Hein. Oui, Voilà, les Man Brothers, pourquoi c'est tombé alors qu'on a renfloué les autres. Mais voilà pourquoi les banques sont assez sûres de jamais perdre, c'est étant donné qu'elles jouent avec des unités qui servent à payer les salaires, ah oui. que les États vont jamais, enfin, a priori, laisser les gens dans la misère. En tout cas, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ce qu'ils ont fait. Mais ça crée effectivement une surpuissance et certainement pas une, comment on dirait ça? Euh, une gestion saine. Alors, ce qui est vraiment drôle, je trouve, mais c'est presque cynique, c'est qu'on a enlevé la dépendance des banques centrales aux États en disant bah oui, parce que l'État, dès qu'il a besoin d'un truc, il peut emprunter ce qu'il veut à des taux zéro pour faire ce qu'il veut, bah, il ne va jamais faire de la gestion saine de finances. Voilà, ben oui. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On fait exactement la même chose pour les banques commerciales. On leur Oui, laisse la mais bride sur le cou avec aucune contrainte, et ce qui font qu'elles ne sont pas du tout incitées à faire de la gestion saine de leurs finances. en fait, on vit à une époque où on croit qu'on est rationnel, qu'on sait beaucoup de choses par rapport aux gens il y a un siècle et tout. Mais en fait, les gens prêtent des propriétés supernaturelles à l'État, aux banques, des trucs de malades. Ça relève de la magie. Ça ne va pas marcher, ces histoires-là. Mais les gens y croient, effectivement. Il n'y a aucun problème. Vous leur racontez ça, ils
ils vont hocher la tête. Alors là, voilà, pour moi, c'est pour ça qu'on on a fait ce petit détour là, parce qu'il me semble que cette histoire de banque Oui, c'est unique, très important. c'est Oui. important Oui, aussi. oui, c'est vrai, Et c'est que vrai. c'est pas beaucoup divulgué, quoi. En Oui. tout cas, ses conséquences ne sont pas beaucoup évoquées. Dans les propositions de réforme qu'il y a eu à la fois aux États-Unis et en Europe, etc., dans différents pays européens, pour essayer de renverser la vapeur, etc., il y a, nous, en France, on a une loi de séparation des activités bancaires depuis 2015. Bon, qui le sait? Est-ce qu'elle a un effet quelconque? Je veux dire, Oh là là. c'est fou. Et alors, il y a un reportage qui est extrêmement bien fait, je crois que c'est Arte, sur la députée Karine Berger, qui s'est battue, mais vraiment pour que cette loi émerge. Et on voit dans ces échanges et ces dialogues avec les responsables bancaires, de syndicats et autres, hein, que c'est impossible de faire émerger sa loi parce qu'ils l'ont vidée de son sens, Évidemment. ils l'ont vidée de tout ce qui était contraignant. Et donc, il faut le savoir, depuis 2015, normalement, on a des activités bancaires séparées. On a vu émerger aucune filiale bancaire, rien changé du tout sur nos comptes, donc c'est bien que ça n'a pas abouti. Donc, on revient toujours sur le même truc, c'est que politiquement, même s'il y a de la volonté, il n'y a plus de contre-pouvoir. Et donc, il n'y a plus de cloisonnement. Donc, c'est que non seulement on n'a plus qu'une seule monnaie pour faire des choses qui parfois sont contradictoires, c'est-à-dire mettre de côté de l'argent et se procurer les biens nécessaires à notre survie au quotidien. Donc déjà, c'est tout ce qu'on ne dépense pas. Enfin, vous voyez, ça fait une sorte de conflit parce que ce qu'on a de côté, on ne peut pas le dépenser en réel. Enfin, voilà, on pourrait déjà discuter juste là-dessus, sur le fait qu'utiliser le même outil pour faire deux choses qui sont complètement différentes, est-ce que ça a du sens? Alors, déjà, plein de fois dans l'histoire, ça n'avait pas de sens et les gens n'ont pas fait ça. Ça s'est mal terminé. Il y avait des monnaies qui servaient pour accumuler, d'autres monnaies qui étaient circulantes, une troisième monnaie qui servait d'étalon de valeur et qui n'était pas soumise aux mêmes impératifs que les deux autres. Donc là, en gros, la diversité monétaire, si on regarde l'évolution des civilisations humaines, c'est la règle et ce n'est pas l'exception. Donc là, nous, on a non seulement complètement oublié cette sagesse et ce que pouvait bien amener le fait d'avoir des unités, des objets monétaires différents pour faire des choses différentes, ce qui semble pour moi assez logique, du bon sens, tout simplement du bon sens, voilà, du bon sens. Mais en plus, cette monnaie, une seule qu'on utilise pour tout faire, on l'a vraiment rendue la plus opaque possible, la plus fusionnelle possible, en la faisant dépendre d'un seul organisme qui fait tout. Et où il n'y a plus du tout de cloison. Alors, si je prends, moi j'aime bien prendre une image pour parler de ça, c'est la coque d'un bateau ou d'un paquebot. On sait que c'est fondamental pour naviguer, pour flotter. Dans ce paquebot, normalement, il y a des compartiments dans la coque, parce que si on perce la coque à un endroit, pour que le bateau coule pas, il faut que ça flotte ailleurs. Ça flotte ailleurs. Ce qu'on a fait là, c'est non seulement, c'est qu'on a limite pas de cadeau de sauvetage et on a une coque qui est même plus, on a enlevé toutes les cloisons. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire les salaires peuvent être joués sur les marchés financiers, on n'a plus de cloison. Donc, c'est pour ça que 2008, c'est l'horreur. On se prend un trou dans la coque à un endroit, ça fait sombrer le navire. Et c'est évident vu que c'est structurel et qu'on l'a fait volontairement. Enfin, je veux dire, les institutions se sont décloisonnées petit à petit et on a laissé faire. Oui, mais ça s'appelle, c'est ce que j'appelle la domination, même de la tyrannie en réalité. Hein. On vit dans une époque tyrannique. Ben oui, en fait, le tyran, il fait ce qu'il veut. Et c'est exactement ce que les banques font. Et bon, j'ai pas vu ce reportage sur Arte, mais je vais le regarder. Ouais. Mais le fait que cette dame donc s'est battue pour faire adopter une loi qui a ensuite été vidée de sa substance. Bon, c'est très très facile de vider de sa substance un texte de loi. Vous créez des vides juridiques, des ambiguïtés. Certains termes. Le grand sport, c'est les exceptions. Les exceptions, voilà. C'est ça. Loopholes, en anglais. Et aux États-Unis, pareil, les lois qui sont parues pour essayer de recadrer la finance après 2008. Le paquet de lois qui était sorti aux États-Unis. C'est énorme. Mais en fait, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Effectivement, c'est les loopholes toujours. Toujours cette histoire de vide juridique, de flou qui est créé. Oui, donc en fait, si je résume un peu. On est passé donc vous disiez en fait dans le Moyen Âge, les gens en fait ils basculaient entre faire confiance aux seigneurs pour frapper la monnaie, etc. Pour fournir une monnaie qui est authentique, validée, et d'un côté, et puis de l'autre c'était les banques. Donc ils switchaient entre les deux.
Mais aujourd'hui, en fait, avec le système donc M0 et M1, hein, dis-moi Ariane si je me trompe, mais en fait, on a fait confiance aux deux pour qu'ils créent autant de monnaie qu'ils veulent. C'est vrai ou pas? Oui, on pourrait le dire comme ça, ouais. Parce que Et la banque alors, ce qui me, centrale, elle crée ce qu'elle veut, il n'y a pas elle a pas besoin d'avoir une garantie. Et les banques, encore pire, parce que c'est des chiffres qui vont taper sur leur petit écran. Alors, c'est ça aussi. Pour information, la banque centrale, normalement, elle est censée réguler hein, tout ça. Et elle a des outils pour le faire. Elle a des leviers. Elle a les réserves obligatoires, Oui, notamment. il y a un Donc, pourcentage de réserve minimale voilà. qui est normalement. Mais bon, moi, je ne Voilà. fais pas confiance. Mais ce taux de réserve obligatoire, il a été tellement réduit à peau de chagrin C'est ça, qu'il oui. est quasi inexistant. Pareil, elle avait les taux d'intérêt directeurs. Bon, les taux d'intérêt directeurs, maintenant, ils sont négatifs. Donc, Négatif. Voilà. voilà. Donc, Donc là aussi, c'est en fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'il y avait des outils. Que ces outils, s'ils sont utilisés, je veux bah dire, si le oui, taux de réserve obligatoire, imaginons, oui, on le met à 100%. Ça veut dire oui, que chaque unité de crédit que les banques commerciales feraient à l'économie réelle devrait être couvert à 100% par une émission monétaire de la Banque centrale. Là, on lui oui, redonne son pouvoir oui. à la Banque centrale. Mais du moment où les réserves obligatoires, c'est quasi zéro, parce qu'il y a des périodes où c'est 1%, d'autres c'est zéro, enfin C'est bon, ça, bref, oui. ça veut dire que la Banque centrale, elle n'a plus aucun outil pour gérer C'est la ça. création monétaire. Elle Voilà. n'a plus la main. Et c'est ça, ce qui est drôle, c'est que sur le papier, on va vous raconter que la Banque centrale, mais oui, elle peut gérer parce qu'elle les a, les outils, mais elle les utilise Mais ils plus, n'utilisent en pas, oui. fait. Ils sont Voilà, complètement vidés de leur sens. Et c'est oui, ça. donc voilà. Donc en fait, ça veut dire que la Banque centrale, elle n'a pas de contrôle. Elle peut imprimer autant qu'elle veut. Et les banques aussi, les banques commerciales aussi. Donc en fait, on vit dans un système qui est le pire de ce qu'il y avait au Moyen-Âge. Hein, la combinaison Oui. du pire. Oui, et puis aussi, pour parler voilà, de l'influence, en fait, ce qu'on pourrait se dire, bah, les banques commerciales, si finalement elles octroient des crédits sur des critères qui sont favorables au collectif, que- si bon, on peut, à mon avis, que les critiquer sur leur fonction spéculative, parce que je vois pas en quoi, j'ai du mal à voir en quoi la spéculation peut apporter quoi que ce soit au collectif. Rien. Au Mais contraire. voilà, au contraire, mais c'est ça, c'est que fondamentalement, leur statut, c'est un statut à but lucratif. Et donc, il n'y a plus que ça qui compte. Et c'est ça C'est qui ça. gangrène. C'est pour ça que toute notre société et toute la mentalité des individus est formatée vers la recherche d'une rentabilité financière parce qu'il n'y a plus d'autres espaces où il y a un autre critère qui peut s'exprimer. Parce que donc c'était possible tant que la Banque centrale pouvait émettre des unités à but non lucratif, ce ne l'est plus. Et la seule chose que peut faire la Banque centrale, et ça, moi, je trouve, et ça, c'est assez dingue, c'est que, voilà, c'est qu'elle rachète des bons, des titres, des actions aux banques commerciales pour, pour émettre et leur donner les unités M0. M0, oui. Et donc, par exemple, donc après 2008, quand il y a eu le quantitative easing, donc la Banque centrale s'est mise à racheter massivement donc, les titres toxiques Pour les sauver, pour sauver les banques. Donc, ça veut dire oui. que maintenant, les titres toxiques, ils sont au Dans le bilan bilan de des la banques Banque centrales. centrale. Donc du Ça peuple. pue. Donc du peuple. Donc, du peuple. Donc, Voilà. ça pue un peu. Ça Ah pue un oui, peu. ça commence à. Et, et cerise sur le gâteau, il y a un débat à l'heure actuelle pour savoir, tiens, mais au fait, les banques centrales, dans les titres qu'elles rachètent, est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite question d'éthique et de savoir quels sont les types de titres qu'elles rachètent aux banques commerciales? Et parce qu'il faut savoir qu'elle a émis de la monnaie, la Bah Banque oui. centrale, là, enfin, notamment la BCE. Après, je n'ai pas fouillé sur les autres, mais je me dis, à mon avis, c'est pareil. Oui, oui, Mais, si, si. Les junk, ils ont euh, racheté des junk, oui, credits, je ne sais plus comment ils appellent ça. mais en dehors de ça, régulièrement, qu'est-ce qu'elles achètent, les banques centrales? Ah bah, elles achètent des titres, notamment sur les énergies fossiles. Donc, elles rachètent du Total, du Oui, Orange. Enfin, oui, elles rachètent des titres qui n'ont rien à voir oui. avec un objectif collectif. Et Et en notamment, fait, si on prend voilà, les actions de- d'entreprises qui sont dans les énergies fossiles, elle fait l'inverse. Elle fait oui, l'inverse. Elle continue à maintenir un certain niveau de ses actions parce qu'elle les rachète, alors que oui. c'est des entreprises qui devraient arrêter de faire ce qu'elles font pour des raisons purement Oui, environnementales. Et c'est donc clair. là, ça amorce un débat sur, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même
qu'il y ait une sorte de Regardez de plus politique près. voilà, des banques centrales en disant bah non, quand même, elles ne vont pas racheter du Total ou du Bouygues, elles vont racheter des entreprises voilà, qui au moins peut-être ont un petit peu d'éthique ou un petit peu. Mais on en est là. On en est là. Oui, alors juste pour préciser, donc l'histoire, pourquoi est-ce que la création monétaire appauvrit tout le monde, sauf ceux qui reçoivent cette monnaie qui est créée, supplémentaire qui est créée, donc par les banques centrales typiquement. Donc on disait Donc commercial. les banques commerciales, pardon. Commercial, oui. Donc en fait, on a les banques centrales qui vont imprimer M0, hein, qui vont remettre M0 aux banques commerciales. Et ensuite, les banques commerciales, en fait, ont une discrétion totale sur un pouvoir total de décision sur à qui prêter, en fait, cet argent-là, parce que leur business, c'est de prêter. Et puis aussi l'investissement, effectivement, on a déjà abordé le sujet. Hein. Donc, en fait, les banques commerciales elles ont le choix de prêter soit à des ultra riches, hein, des riches ou ce qu'ils doivent appeler des pauvres entre eux. Hein, donc en fait, est-ce qu'il y a des études à ce niveau-là? À qui prêtent les banques quand elles reçoivent comme ça de l'argent frais de la banque centrale? Hein, le phénomène de ruissellement, est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce que c'est autre chose qui se passe dans la réalité? Est-ce que vous avez des études, des informations à ce niveau-là? Alors, de ce que je sais de la fameuse théorie du ruissellement, ce serait, voilà, et c'est vrai que ça nous est servi, c'est un discours qui est servi en politique, mais en permanence, comme si c'était une vérité. C'est-à-dire que si on perd nos riches, c'est grave parce que c'est Oh eux là qui là, c'est investissent, c'est faux. eux Bah qui oui. consomment, c'est eux qui font tourner. Donc, il faut être super sympa avec les riches et parce que ça nourrit tout Waouh. le reste. Bon, c'est étayé par aucun travaux. Voilà. Ouais, La voilà. seule chose que je peux te dire, c'est que Ouais, c'est ouais. un fake. Ce ruissellement n'est pas validé, n'est pas mesuré, n'est pas observé. En gros, je peux que dire que c'est pas vrai, qu'il faudrait alors. C'est pas eux qui font tourner la machine, c'est pas eux qui investissent. Après, moi, j'aime bien les travaux de Robert Frank aussi là-dessus, qui est un Américain et qui parle de la consommation ostentatoire et qui dit même que le fait d'avoir autant d'inégalités et d'avoir des riches, ça fait Ah oui. dériver notre société vers, évidemment, ils donnent un exemple. Ils ont un pouvoir énorme qui est un pouvoir voilà, colossal lié à leur la quantité Influence, de monnaie oui. et d'influence, en plus, c'est une grosse quantité d'influence. Et donc, ceux qui le font avec l'argent donnent l'exemple aux autres et qui veulent reproduire, hein, c'est du Veblen, voilà, qui veulent reproduire ces modes de consommation et qui font aussi dériver nos sociétés. Et lui, il propose, par exemple, des taxes sur la consommation ostentatoire pour faire prendre conscience aux riches qu'ils ont une responsabilité, ils ont une influence et que quelque part, ils sont aussi responsables et qu'il faut marquer cette responsabilité par des transferts financiers à la collectivité, des rendus Des financiers à la retours, oui. collectivité, Oui. des retours, et qui pourraient être basés sur quoi bah, par exemple, lui, il dit, c'est assez concret, il y aurait une quantité de consommation acceptable par ménage, de niveau, de valeur, etc. Voilà. Et Voilà. au-delà de ça, eh bien, pour s'acheter, par exemple, un yacht, eh ben, on rend le montant du yacht à la collectivité parce que Voilà. s'acheter un yacht, c'est pas un bon exemple. Voilà. Oui, ça ne sert pas En l'intérêt gros, général. Au voilà. contraire. Au contraire, ou voilà, se faire des toilettes en or, et ben, on paierait 3 fois le montant Oui. de ces travaux-là à la collectivité parce que c'est une consommation complètement ostentatoire, du gaspillage et qui n'est pas acceptable quand il y a des gens qui crèvent de faim à côté, quoi. Donc, à un moment, Tout à fait. oui, il y a une responsabilité individuelle de ce qu'on montre de soi, etc. Et que pour contrebalancer ça, il faudrait vraiment, moi, enfin, en tout cas, moi, j'adore l'idée de cette taxe sur la consommation ostentatoire Oui. qui a une consommation qui n'est pas acceptable collectivement, en fait. Et puis surtout, ce que j'aime bien, je ne connais pas les travaux de ce monsieur, mais je vais les lire. Mais le fait de dire, oui, on va fixer quel est le montant nécessaire pour qu'un ménage vive décemment. Et puis au-dessus, voilà, on va commencer à Au-dessus, on taxer très taxe, voilà. fortement. Voilà. Donc, bon, c'est un peu du bon sens, mais malheureusement, du moins dans les nations qui sont
vraiment endoctrinés, et vraiment j'utilise le terme endoctrinant parce que je pense que c'est le bon, qui sont endoctrinés avec la pensée libérale, hein, capitaliste et tout. Donc effectivement, c'est tout ramener au profit. Il faut que les entreprises soient profitables, il faut que les riches restent ici, faut leur créer un environnement. Et en fait, les gens aussi, ce que je vois aussi, c'est un peu, il y a aussi de la cupidité, hein. Il y a l'envie de devenir riche soi-même, hein. Il y a de l'idolisation, comment on pourrait dire, euh, enfin, ils idéalisent, l'idéalisation, pardon. L'idéalisation. Oui, idolâtrie aussi. Mais de l'idéalisation des riches, entre guillemets, moi ça me gêne d'ailleurs le terme riche parce que la richesse, c'est pas ça que je considère, c'est pas l'argent que je considère ou des choses matérielles. L'accumulation matérielle, je considère être de la richesse. Ça me gêne, donc je mets ça entre guillemets. Donc en fait, ils idéalisent les riches, entre guillemets, et, le problème, c'est que en fait, ça les pousse davantage, à devenir esclaves eux-mêmes, parce qu'ils se disent, ouais, je vais accumuler 2 jobs, 3 jobs, je vais y arriver moi aussi. C'est le principe du rêve américain. Les États-Unis, typiquement, c'est ça, en fait, c'est le rêve américain. Hein, il faut réaliser le rêve américain, c'est pour ça qu'on est aux États-Unis. Hein. Et donc, il faut travailler super dur, et puis un jour, on va y arriver. Hein. En fait, 99,9% d'entre eux, ils n'arrivent jamais, en fait. Hein, ils ont juste été esclaves de ces riches-là pendant toute leur vie. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est qu'en fait, dans le processus aussi, ils vont devenir complices de cette domination donc, de la classe bourgeoise, parce qu'ils vont eux-mêmes perpétrer en fait les inégalités. Hein, chacun en fait comment dire, va mépriser celui qui est en dessous de lui au niveau de la classe sociale, hein, des classes économiques, sociales. Du coup, en fait, ça fait une société qui est divisée, mais c'est ça le rêve, ça a toujours été le rêve de la bourgeoisie, c'est d'avoir une société divisée, comme ça c'est sûr, ils vont être tranquilles, personne ne va se soulever parce qu'ils sont en train de trop occupés de se battre entre eux.